Bonjour, je suis Dorothée Lavoie. Bonjour, moi je suis Caroline Lavoie-Gauthier. Alors, on vous avait, lors du dernier vidéo qu'on a fait la semaine passée, on vous avait dit que cette semaine, on parlerait de notre parcours. Donc, comme je suis née pas mal avant Caroline, je vais commencer pour vous parler de mon parcours. En fait, j'ai le goût de commencer à vous parler de comment j'étais, parce que les gens souvent me regardent et ont l'air de croire que moi, j'ai toujours été comme je suis là. Alors, il y a bien moins vrai que ça, là. En fait, je vais vous parler de mon parcours à peu près à partir de l'âge de 12 à 13 ans. D'abord, j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. Je suis la huitième de 9 enfants. Et curieusement, même s'il y en avait 7 plus vieux que moi, je me suis comme retrouvée toute seule. J'avais l'impression d'être seule au monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans des peurs incroyables. Très jeune, avant que ma mère décède quand même, j'avais une grande peur de la mort. Quand j'étais petite enfant, très jeune, j'avais peur d'aller me coucher toute seule le soir parce que j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain matin. Donc, pour parler de mon parcours, j'ai besoin de vous parler d'où ça commence. Et j'avais peur de tout. J'avais peur de l'eau, j'avais peur de la mort, j'avais peur de la noirceur, j'avais peur d'arriver chez moi le soir s'il faisait noir, quand je voulais mettre la clé dans la porte, j'avais peur d'être attaquée par en arrière. J'avais peur de... Évidemment, je suis une fille de Montréal, fait que moi, aller marcher en forêt, j'avais peur de tout ce qui était la vie sauvage, je ne connaissais pas ça. J'avais peur de me retrouver aussi loin de chez moi, toute seule. Donc, des voyages toute seule, j'aime pas d'en faire. J'avais plein de peurs. C'était vraiment très inconfortable tout le temps, ma vie. Alors, quand ma mère est décédée, j'ai quand même retroussé mes manches et j'ai choisi de prendre ma vie en main. Et à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré Jacques Gauthier, qui est devenu mon mari. Et ça me fitait bien parce que lui avait peur de rien. Donc, pour moi, je me sentais incroyablement en sécurité quand j'étais avec Jacques. Et en le mariant, ben, je pensais, c'est pas pour ça, ben, consciemment, j'étais très amoureuse de lui, mais j'avais choisi le gars qui avait peur de rien, comme ça, je pensais qu'il était pour me protéger. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. C'est loin de ce qui s'est passé. Par contre, il m'a beaucoup appris, parce que c'est un gars de l'Abitibi, et il m'a appris beaucoup sur la vie sauvage, des animaux, sur la forêt. Donc, j'ai apprivoisé avec Jacques le fait d'aller en forêt et d'arrêter d'avoir peur. Et il m'a appris beaucoup de choses, mais c'était pas de me protéger. Donc, tout le temps que j'avais une autre peur qui était très grave, c'était la peur d'être seule. Et tant que j'étais avec Jacques, il y a beaucoup de peurs dont je n'étais pas consciente. J'étais, comme je me fiais sur lui pour me protéger, même si c'était pas ce que j'avais, ben, je restais avec les peurs, la plupart de mes peurs. Et il est arrivé des circonstances dans ma vie qui ont fait que j'ai commencé à faire un travail sur moi. J'ai commencé à faire de l'atelier de croissance personnelle. J'avais pas tout à fait 40 ans. Et j'avais lu des livres sur le sujet, mais ça me, ça me, ça me disait rien. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un atelier qu'il avait fait qui était extraordinaire. Et finalement, d'une chose à l'autre, je me suis retrouvée à faire l'atelier. Et là, a commencé vraiment l'évolution dans ma vie. J'ai commencé à me libérer et à me retrouver. Et je dis bien, j'ai commencé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais j'ai vu la lumière au bout du tunnel. J'ai vu que je pouvais être différente
que ce que j'étais avant, de vivre dans la peur constante. J'avais la peur des hauteurs, j'avais le vertige. Je veux dire, j'étais constamment dans la peur. Et là, j'ai continué mon cheminement après, parce que j'étais tellement émerveillée de ce qui s'était passé lors de mon premier atelier de fin de semaine. J'ai continué mon cheminement. Et là, je me suis libérée de la peur du noir et la peur de l'eau, qui était centrale dans ma vie. La peur du noir, c'était central. J'étais incapable de rester le soir dans la maison toute seule, sans allumer des lumières. Et j'ai apprivoisé la noirceur. Et j'ai commencé à prendre des cours de natation. Parce qu'évidemment, quand on a très peur de l'eau, on ne va pas nager, on ne sait pas nager. Et là, tranquillement, je me suis découverte. J'ai fait plein de choses après. J'ai commencé à travailler aussi parce que j'étais une personne qui n'avait jamais pris soin de ma santé. J'avais toujours fait un travail qui n'était pas pour moi. Et puis, j'ai découvert différentes choses qui m'ont amené à découvrir que ce que je faisais comme travail, ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas fait pour moi. Alors, j'avais commencé à travailler à 15 ans et depuis, bon, j'avais au-dessus de 40 ans quand j'ai décidé, quand j'ai réalisé, premièrement, que ce que je faisais, c'était pas pour moi, parce qu'avant, je pensais que c'était ça ma vie. Donc, quand on fait un travail qui n'est pas pour nous, ben, on ne peut pas se sentir bon, on ne peut pas se sentir excellent, on ne peut pas se sentir compétent. Donc, je me sentais incompétente, je me sentais nulle. Même si des fois les gens me disaient que j'étais bonne, je sentais que je n'étais pas à ma place. Et quand j'ai réalisé que je n'étais pas à ma place, j'ai choisi de laisser ce travail-là. On avait une entreprise, Jacques et moi. J'ai choisi de lui dire, je ne reviens pas travailler dans l'entreprise et je m'arrête et je vais reprendre un travail quand je saurai ce qui m'appassionne et ce que j'aime. À ce moment-là, on vivait en Mauricie et je suis allée à Trois-Rivières et j'ai commencé à faire partie de l'Association des femmes d'affaires du Québec. Et j'ai commencé à donner des conférences sur la santé parce qu'on venait de vivre une transformation, Jacques et moi, au niveau de notre santé. Et ça a germé là, la passion par rapport à la santé. Et j'ai commencé à parler de ce qui s'était passé chez moi. Et j'ai parlé de ça au niveau de l'Association des femmes d'affaires du Québec. Et à un moment donné, j'ai fait pour la télévision communautaire des entrevues de femmes d'affaires, présenter des profils de carrière de 10 femmes d'affaires. Et ça m'a passionnée. Et quand j'ai écouté les entrevues, je trouvais que mon langage n'était pas très bon et Caroline me dit, ben, pourquoi tu ne prends pas des cours de diction? Mon Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de cours de diction et j'ai commencé des cours de diction. J'ai trouvé un professeur de Trois-Rivières et elle m'a fait répéter des fables de La Fontaine. Et quand j'ai répété les fables de La Fontaine, elle m'a dit, ben, Dorothée, tu as beaucoup de talent. Et elle m'a proposé de passer une audition pour faire partie d'une pièce de théâtre qui se donnait à Trois-Rivières. Et j'ai été choisie pour jouer et pour faire la deuxième, j'avais le deuxième rôle dans la pièce. Et ben, j'ai été bonne. Pareil. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que j'ai eu du plaisir à le faire. Et là, j'avais une piste. Et vous savez, si on regardait les enfants quand ils jouent, on saurait ce qui devrait être leur passion plus tard. Parce que moi, quand j'étais enfant, ce qui me passionnait, c'était de faire des petites pièces de théâtre dans la cour arrière, chez moi. Puis on invitait des enfants à venir voir notre pièce de théâtre. Et puis on leur chargeait une épingle à linge pour voir notre pièce de théâtre. Et ça, c'était ma passion. C'est comme ça, c'est ça que j'aimais faire quand je jouais. Donc, c'est sûr que
Je n'ai pas été encouragée à pratiquer l'art de la scène, mais ça aurait été pour moi. Et ce qui m'amène à vous raconter aussi qu'à 70 ans, j'ai décidé de prendre des cours de chant. Encore une fois, j'ai traversé une peur incommensurable parce que chanter devant un public, et j'étais persuadée que je faussais terriblement, chanter devant un public, pour moi, c'était une menace incroyable. Eh bien, j'ai pris des cours de chant pendant 7 ans et j'ai adoré ça. J'ai fait du spectacle, j'ai monté des spectacles, j'ai traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs à partir du moment où j'ai choisi que je ferais des ateliers qui m'aideraient à aller encore plus loin pour me connaître et connaître mon potentiel. Ça me passionne encore aujourd'hui parce que je suis convaincue qu'on n'est jamais fini la découverte de soi-même et je continue à vouloir découvrir mon potentiel. Au bout de 40 ans de mariage, j'ai choisi de quitter mon mari, pas parce que je n'étais pas en amour. Je n'avais pas de certitude pourquoi je le quittais. C'était l'homme de ma vie, c'était l'amour de ma vie. Et c'est seulement qu'une dizaine d'années après que je l'ai quitté que j'ai réalisé que tant que je serais avec Jacques, je dépendrais de lui. Encore là, j'ai traversé une peur incroyable, la peur d'être seule, la peur de gagner ma vie toute seule, parce que j'étais persuadée que si Jacques n'était pas là, je ne pourrais pas gagner ma vie. Et j'ai traversé ça, et c'est ce qui m'a transformé vraiment pour acquérir l'estime de moi et la confiance dans ce que je fais. Et comme je disais, je n'ai pas fini de découvrir et c'est ce qui me passionne. Me découvrir pour après apporter aux gens ce que je découvre, le meilleur de moi-même. C'est à ton tour, Caroline. À mon tour. Donc, moi, je suis née dans cette famille-là. Alors, comme Dorothée vous l'a dit, elle avait peur de tout. Et j'avais un père qui avait peur de rien. C'était un peu particulier comme contexte familial. J'étais comme dans ceux qui ont connu Clémence Desrochers dans les années 80, je pense. Elle faisait une pub pour des systèmes d'alarme, puis elle disait « J'ai peur de tout. » Je me sentais vraiment comme ça. Mon enfance, mon adolescence, tout le début de ma vie adulte, j'avais vraiment l'impression d'avoir peur de tout. J'étais plus... Donc, j'avais adopté plus ce côté-là de Dorothée. C'est-à-dire, j'étais plus comme elle au niveau de mon tempérament. Mais par contre, j'avais devant les yeux mon père, qui lui avait l'air d'avoir vraiment peur de rien. Dans la plupart des cas, c'était vrai en plus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'était pas imprudent ou téméraire. Bon, enfin, il l'était un peu des fois, mais c'était quelqu'un qui avait l'intelligence de comprendre comment les choses marchent. Et, par exemple, quand Dorothée parlait de, pour la nature, moi, j'ai jamais eu peur, pourtant, même si j'avais peur de plein de choses, j'ai jamais eu peur de me perdre en forêt, parce que quand j'étais toute petite, mon père m'avait déjà expliqué, quand tu te perds en forêt, même si tu n'as pas de boussole, c'est très facile, tu as juste à regarder où est le nord, il y a toujours de la mousse du côté du nord, puis tu n'as pas besoin de boussole pour trouver le nord. C'est simple, hein? Mais il faut le savoir. Pareil, si tu rencontres un ours, qu'est-ce que tu fais? Il m'avait expliqué tout ça, donc c'est des choses dont j'avais pas peur. Alors je savais que quand on comprend comment ça marche, ça nous permet de sortir de la peur. Donc j'étais comme dans ce contexte-là familial, et en même temps, j'étais paralysée par plein de peurs. Et comme j'avais vécu beaucoup d'intimidation à l'école enfant, j'avais peur des gens, j'avais peur de me montrer, j'avais peur de subir à nouveau de l'intimidation, de la violence psychologique, la violence physique aussi, parce que je me suis fait battre un peu des fois. J'avais rien de grave, mais quand même, quand on a 7, 8, 9 ans, puis qu'on se fait tabasser dans la cour d'école par d'autres enfants, c'est un peu traumatisant. Donc, mes peurs principales étaient vraiment reliées avec les humains. Je pensais que j'étais timide. J'étais très renfermée dans ma coquille.
je n'étais pas timide du tout, je suis une personne extravertie en réalité, mon vrai tempérament. Sauf que je m'étais renfermée dans ma coquille pour me protéger. Et sur les entrefaites, il y a Dorothée qui est allée faire ce fameux premier atelier de croissance personnelle. Elle avait proche 40 ans, ben moi j'étais au tout début de la vingtaine. Puis au début, je voulais rien savoir. Je me disais, c'est du New Age, c'est des balivernes, tout ça. Puis finalement, sauf que je l'observais sortir de ses ateliers, parce qu'elle en a pas fait qu'un seul, elle en a fait plusieurs. Puis à chaque fois qu'elle sortait de ses ateliers, je la voyais vraiment s'épanouir d'une façon rapide et spectaculaire. Donc je me disais, ça ne peut pas être un hasard, il doit y avoir quelque chose là. Et je me souviens, entre autres, moi qui étais si renfermée dans ma coquille puis qui me protégeait des gens, à un moment donné, elle m'a invitée à une soirée d'information pour ces ateliers-là. Et là, il y avait plein de monde, il y avait comme, je sais pas, 150 personnes, puis tout le monde se sautait dans les bras, se faisait des hugs, des bises. Puis en même temps, je me disais, wow, c'est bizarre. Mais en même temps, j'étais envieuse parce que je me disais, j'aimerais ça être comme ça, moi. Ils ont l'air d'être heureux, ces gens-là. Ils étaient super bien puis heureux ensemble. Alors, c'est ça qui m'a motivée à commencer un cheminement. Et moi aussi, ça m'a fait un peu le même effet. Des fois, je dis, je suis comme Obélix quand il est tombé dans la potion magique. Je suis tombée dans la croissance personnelle comme ça. Ça m'a tellement passionnée que j'ai jamais eu envie d'arrêter. Vous savez, une de mes grandes passions depuis toute petite, c'était... À l'époque, je pensais que c'était les religions. Mon premier diplôme, d'ailleurs, j'ai étudié en histoire comparée des religions. Et je pensais que c'était les religions qui me passionnaient, mais en fait, c'était la spiritualité au sens vraiment très large. Et quand j'ai découvert la croissance personnelle, c'est là que j'ai trouvé la vraie spiritualité. C'était pas des dogmes, enfin, il y a des dogmes en croissance personnelle aussi, c'est pas ce que je suis en train de dire, sauf que beaucoup moins. Il y a une souplesse, une flexibilité avec une authenticité, puis un respect des différentes façons de voir la spiritualité qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment interpellée, puis qui m'a donné envie de continuer ce chemin-là. J'ai jamais arrêté depuis, donc ça fait 35 ans que j'ai commencé ce cheminement-là. Et c'est sûr que c'est un chemin que j'arrêterai jamais. C'est sûr que, comme disait Dorothée tantôt, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas un coup de baguette magique. C'est une découverte de soi. Et on a des richesses incommensurables, les humains. On en connaît, la plupart d'entre nous, on connaît une petite pointe de l'iceberg de ce dont on est capable, chacun, chacune. Et puis on n'est surtout tellement pas encouragé à découvrir plus dans la société dans laquelle on vit. On vit dans une société qui prône la sécurité puis le statu quo au-dessus de tout le reste. Moi, quand j'ai essayé de rentrer dans ce moule-là, je peux vous dire que j'ai été en dépression profonde avec des épisodes suicidaires. Pour moi, là, c'était pas une vie, ça. Puis je me disais, si c'est ça la vie, j'aime autant mourir. Je suis peut-être pas la seule. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont comme j'étais. Et c'est parce que j'étais dans cette dépression profonde-là que j'ai été... Bon, ma première motivation à aller faire de la croissance personnelle, ça a été ça. Puis après, ben, quand j'ai vu ce que ça apportait aux gens, comment les gens avaient l'air bien, c'est sûr que ça m'a encouragée à poursuivre. La chose principale, en fait, que ça m'a fait découvrir, et là, je vais faire une petite mise au point par rapport à notre vidéo de la semaine dernière. On parlait de notre monde idéal, et il y a des gens qui m'ont fait des commentaires en voulant dire « Oui, mais ça, c'est utopique, l'idéal, ça n'existe pas, la perfection n'existe pas dans ce monde. » Premièrement, je ne suis pas nécessairement d'accord que la perfection n'existe pas, mais même à ça, quand on parle d'un idéal, on ne parle pas de perfection. Le mot « idéal », là, étymologiquement, ça veut dire, c'est la même racine que le mot « idée ». C'est d'ailleurs, toi, hein, tu as fini là-dessus la semaine dernière en disant toutes les grandes inventions dans le monde sont parties d'une idée. Bien, créer ton monde idéal, c'est partir d'une idée de ce qui pourrait être mieux dans ta vie, dans ton monde autour de toi, puis tout faire pour le réaliser concrètement. C'est ça mon idéal. Puis notre idéal, il passe son temps à changer. Depuis 20 ans qu'on a vraiment commencé à être consciente qu'on pouvait créer
Notre idéal, ben on a changé, notre idéal, il s'est transformé et modifié plein de fois depuis 20 ans. Ça s'appelle l'évolution. C'est ça s'appelle l'évolution. Ça fait partie de la vie. Les bouddhistes disent, la seule chose qui change jamais dans la vie, c'est que tout change tout le temps. Et puis ça, c'est une autre chose que dans notre société, notre culture occidentale contemporaine, essaie de nous faire croire qu'il faut couler les choses dans le béton, puis surtout qu'il n'y a rien qui change. C'est pas comme ça la vie. On change d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre, encore plus d'une semaine ou d'une année à l'autre, bien évidemment. Et donc nous, notre quête, c'est pas la quête de la perfection. La quête, c'est de toujours aller plus loin dans la création de chaque jour notre nouvel idéal. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on a appris à le remettre en question. Et je dirais que la croissance personnelle, c'est ça que ça m'a le plus appris. C'est que les affaires qu'on avait apprises, je pense que c'est comme ça pour toi aussi, c'est les affaires qu'on avait apprises depuis notre naissance, hein, puis qui étaient considérées comme, ben c'est comme ça, c'est tout. Puis si t'es pas bien là-dedans, ben tant pis, débrouille-toi. Et là, quand j'ai commencé à faire de la croissance personnelle avec des façons de voir la vie qui sont complètement différentes de ce que j'avais toujours appris, j'ai commencé à me dire, OK, si ça peut être différent, ça veut dire que tout le reste peut être différent aussi. Puis là, j'ai commencé à faire le ménage de toutes les choses qui ne faisaient pas mon affaire dans ma vie. Et ça m'a donné le goût de vivre, hein, parce que je peux vous dire que quand j'étais enfant, adolescente, puis au début de ma vingtaine, je regardais le monde dans lequel j'avais atterri, la planète sur laquelle on vit, puis je me disais, je suis tombée sur une planète de fous, moi. J'ai pas envie de rester ici. Les guerres, la pollution, les injustices, tu sais, des affaires épouvantables, je sais pas moi, la pédophilie, les guerres où il y a des civils qui se font bombarder, des gens qui n'ont jamais rien demandé, qui veulent juste vivre en paix, qui se font bombarder pour des histoires de politique ou d'économie, des gens richissimes qui s'enrichissent de plus en plus, puis alors que la majorité de la population sur la planète crève de faim, ça n'avait aucun sens pour moi. Des compagnies qui polluent à tour de bras, puis les politiciens qui sont supposés d'être là pour protéger la population, mais qui font rien, qui passent aucune loi pour protéger l'environnement, ni protéger les droits des citoyens, etc. Donc, ça n'avait aucun sens. Et je pensais que je ne pouvais rien y faire. Je pensais que je ne pouvais rien y faire. Ma dépression profonde quand j'étais adolescente, elle venait de là. Je vis dans un monde de fous puis je peux rien y faire. Et la clé, le point tournant dans ma vie quand j'ai commencé la croissance personnelle, c'est, ben non seulement tu peux y faire quelque chose, mais en fait, t'as du pouvoir et même j'ai fini T'as un d'apprendre. devoir. Ou non, t'as un devoir d'utiliser ton pouvoir, de changer les choses, mais tu l'as le pouvoir. Et j'ai même fini par apprendre que non seulement j'ai du pouvoir, j'ai tout le pouvoir. Et c'est pareil pour tous et toutes, chacun et chacune d'entre nous. On a tous tout le pouvoir sur notre vie. Ça fait toute la différence du monde. C'est quand j'ai appris ça, en fait, que j'ai commencé à réaliser que je pouvais créer mon monde idéal, créer ma vie idéale, un jour à la fois, un pas à la fois, et avancer, puis jamais arrêter d'avancer. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de vous partager. Ce que je veux aussi vous dire, c'est, tu sais, quand on dit qu'on a créé notre monde idéal, ça ne veut pas dire que ça va toujours super bien, là, qu'on vit sur un nuage rose. Ça arrive que ça va pas bien, ça arrive qu'il y en a une de nous qui est déprimée, ça arrive que des fois les deux, on est déprimés. Rarement une chance parce que ça serait dur. La plupart du temps, il y en a juste une des deux qui est déprimée ou découragée, l'autre peut l'encourager. Hein. Ça arrive qu'il y a des choses qui vont pas bien, qu'on a des problèmes financiers, qu'on a des problèmes techniques, une voiture qui brise, une maison qui a des problèmes, qui est à réparer, puis qu'on ne sait pas comment. Des problèmes relationnels, des problèmes de toutes les sortes. Le monde idéal, c'est pas qu'on n'a plus de problème. Le monde idéal, c'est qu'on a changé notre façon d'appréhender les problèmes. C'est ça.
On a changé notre vision de c'est quoi un problème, puis comment on fait quand on a un problème. C'est quand tu apprends que tu as du pouvoir, tu as tout le pouvoir, ben le problème n'est plus un problème. Il devient une, Un défi. un défi, c'est ça. Un défi à, OK, comment on fait? Comment on fait? Puis tu apprends à développer ta créativité pour trouver une solution. C'est ça. Il y a toujours des solutions quand on regarde les choses avec ce regard-là, qui était complètement différent de moi, comment j'avais été élevée, parce que c'est comme ça que tout le monde était. Hein? C'est comme ça qu'on pensait qu'il fallait vivre. On se faisait dire, ah, ben c'est comme ça, puis il n'y a rien que tu peux y faire. Puis je veux rajouter quelque chose ici, parce que ça, c'est important. Les adolescents, moi, j'ai toujours été une personne proche des adolescents. Pourquoi? Parce que justement, les pauvres adolescents voient ce qui se passe et voudraient changer le monde, rêvent d'un monde meilleur. Et comme on a des adultes en masse pour dire « Attends, tu penses que c'est comme ça, mais attends d'être dans le vrai monde », je trouve que c'est destructeur. Et souvent, moi, je me fais reprocher, ou je me suis fait reprocher, d'avoir gardé mon esprit d'adolescente. Bien, l'esprit des adolescents, moi, je suis fière d'avoir ça, parce que ce sont des personnes qui rêvent de ne pas faire comme leurs parents, rêvent d'un autre monde, rêvent, mais on les écrase dès lors. D'ailleurs, on dit qu'ils sont idéalistes. On est encore dans l'histoire d'idéal. Attends d'être dans le vrai monde, tu vas voir que c'est pas de même que ça se passe. Effectivement, ils arrivent dans le vrai monde et c'est pas de même que ça se passe parce qu'ils se rangent. C'est ça. Ils perdent cette flamme-là. Et en même temps, dans le monde, quand il y a eu des changements, des améliorations qui se sont produites, qui est-ce qui a créé ces changements-là? C'est des idéalistes. Quand on parle, les gens qu'on admire, là, demande à n'importe qui, les gens que la plupart des personnes admirent, c'est des personnes comme Gandhi, comme Nelson Mandela, etc. Martin Luther King, c'est des gens qui étaient des idéalistes et qui n'ont jamais lâché leurs idéaux, même à un âge avancé. Donc, nous, on veut vous inviter à trouver vos idéaux si vous ne les avez pas trouvés, puis si vous les avez trouvés, à les créer avec nous autres. Même si vous n'y croyez pas, là. Oui, c'est ça en plus. Même si imaginez juste qu'est-ce que vous aimeriez dans le meilleur des mondes. C'est pas besoin d'y croire pour tout de suite, là. Même si vous croyez que c'est impossible, que vous ne pouvez pas y arriver, moi je peux vous dire que si vous vous mettez en route, vous pouvez y arriver. Puis, on va partager avec vous autres, parce que là, on vous a partagé, on ne voulait pas faire une vidéo trop longue, donc on vous a partagé de façon très succincte un peu les grandes lignes de nos parcours, mais on peut vous donner plein de détails, plein d'aventures qu'on a vécues. Donc, de toute façon, on a encore 24 vidéos pour vous ça. expliquer d'autres affaires qu'on n'a pas le temps de vous partager aujourd'hui si on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Mais écoutez, c'est extraordinaire de vivre. Moi, je veux vivre encore. J'ai 78 ans, j'ai eu 78 ans la semaine dernière et je veux continuer à vivre passionnément. Donc, ce qu'on se propose de faire avec vous autres, c'est que là, cette semaine, on vous lance un défi, de réfléchir à votre idéal, à votre monde idéal. Aussi gros, puis plus il va être gros, mieux c'est. Rêver grand. C'est Oscar Wilde qui a dit, il faut toujours, quand on rêve, il faut toujours viser la Lune, parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc, rêvez le plus grand possible, imaginez votre monde idéal, écrivez-le, et à partir de la semaine prochaine, on va vous parler à chaque semaine d'un sujet qui contribue à concrétiser vos idéaux dans votre vie. Puis quand on va arriver avec ces sujets-là, on va vous raconter d'autres anecdotes de nos vies qui sont en cohérence avec chaque sujet de chaque semaine. Pour le moment, on va se quitter parce que sinon, on va avoir une longue vidéo. Vous allez dire « Oh non, on n'écoute pas ça, c'est trop long ». Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine, les amis. Bonne à semaine. la semaine prochaine.